Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Artcademy. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui terrorise beaucoup de monde. Le sujet c'est quoi? C'est l'hyperfocale. Avant de vous expliquer la technique, il faut déjà savoir en quoi consiste l'hyperfocale. L'hyperfocale, ça concerne la profondeur de champ. En photographie, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté relative de votre image. Elle peut être soit très grande, soit très petite. L'hyperfocale, quant à elle, c'est le début de cette zone de netteté quand vous avez réglé votre mise au point sur l'infini. Il existe une formule mathématique qui permet de calculer cette distance-là. Pour les photographes, même s'il peut y avoir des photographes et mathématiciens, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Généralement, quand on fait de la photographie, on n'est pas forcément amoureux des maths et on n'a pas forcément envie ni la possibilité de faire des calculs avant chaque prise de vue. Je vais donc vous donner la formule pour les photographes. La formule pour les photographes pour calculer l'hyperfocale, elle est relativement simple. Elle comprend trois choses. La première chose, ça va être votre longueur focale. Donc par exemple, un 50 mm, un 200 mm, un 14 mm. La longueur focale, c'est le nombre de millimètres que votre objectif fait. En deuxième point, votre ouverture. Donc par exemple, f1.4, f1.8, f2.8, f4, f12, f16, f22. Et dernier point, la distance à laquelle vous allez faire votre mise au point. Pour la formule mathématique, il faut rajouter un élément supplémentaire qui est le cercle de confusion. Le cercle de confusion, c'est une valeur attribuée par rapport au type de capteur que vous utilisez, que ce soit un capteur 4/3, APS-C, plein format, voilà. Je vais vous donner un petit exemple théorique pour commencer à illustrer le propos tranquillement. Je prends un 50 mm sur mon boîtier plein format. Je règle mon ouverture à f8 et je fais la mise au point sur l'infini. Ma zone de netteté relative va commencer à 10,45 m. C'est une deuxième manière d'utiliser l'hyperfocale. Je prends mon 50 mm sur un boîtier plein format, je règle mon ouverture à f8 et je fais non pas la mise au point sur l'infini, mais sur ma distance hyperfocale qui est de 10,45 m. Et en faisant ça, devinez quoi? Je vais pouvoir diviser par deux mon début de cette zone de netteté et rester net jusqu'à l'infini. Quand je parle de rester net, c'est rester net avec une netteté relative acceptable. Et en faisant ça, figurez-vous que vous avez optimisé au maximum du maximum la profondeur de champ possible à avoir avec votre combo boîtier, objectif, ouverture. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous avez le meilleur résultat possible pour votre netteté. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois le terme netteté relative ou netteté acceptable. Effectivement, quand on parle de netteté relative ou acceptable, c'est pour englober tous les phénomènes de distorsion, les capacités optiques, les phénomènes aussi d'aberration, les propriétés optiques et la propreté de vos optiques aussi. Et oui, la netteté, c'est pas blanc ou noir, ou plutôt pas net ou pas net, c'est plutôt un dégradé qui glisse doucement du flou vers le net, du net vers le flou. Il faut donc appréhender les résultats que vous allez obtenir avec cette technique en prenant en compte vraiment la netteté relative. Vous n'allez pas avoir une netteté incroyable avec un piqué incroyable du début à la fin, c'est pas possible. On est vraiment là dans une optique de meilleure optimisation possible. Alors vous allez me dire tout de suite, et je pense que vous avez parfaitement raison, pourquoi ne pas fermer à fond mon diaphragme, un bon gros f22, bien énervé, et shooter sur l'infini, et puis de toute manière là, dans ces cas-là, je suis sûr d'avoir tout de net. Effectivement, ça c'est une des bases photographiques, plus on ferme notre diaphragme, plus on va avoir une zone de netteté et une profondeur de champ grande, et donc c'est une manière toute simple de pouvoir obtenir quelque chose d'assez intéressant sans se prendre la tête. À f22, votre objectif est moins performant, moins véloce. Les extrêmes, de toute manière, que ce soit dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel milieu de la vie, c'est jamais super. Alors, votre objectif, c'est pareil. Votre objectif qui est capable d'ouvrir à f1.4, ça va pas être le meilleur des piquets. Et un objectif qui est en mesure de fermer jusqu'à f22, à f22, ça va pas être le meilleur. Le juste milieu, lui, il va vraiment mettre en avant. C'est là où vous allez tirer le meilleur de votre optique. Et donc, faire un choix sur du f8, f11, là on est sur des choses très très intéressantes. Et en utilisant cette technique de l'hyperfocale, vous allez pouvoir optimiser au maximum. Et vous allez voir que vos photos, par exemple de paysage, vont vraiment gagner en netteté. Il y a aussi une autre manière d'aborder l'hyperfocale, comme le premier exemple que je vous ai donné, où là on faisait la mise au point sur l'infini, tout en ayant connaissance du début de cette zone de netteté. Alors je vous laisse réfléchir un instant, peut-être que vous allez tout de suite avoir l'idée de comment et pourquoi utiliser cette technique de cette manière. Vous avez trouvé?
Je vous prends un exemple tout simple, en journalisme, en photo de reportage, des fois, le simple fait de devoir faire la mise au point, c'est quelque chose soit de compliqué, soit même d'impossible. Je vous dis quelque chose par exemple, si vous voulez faire une photo, sans qu'on voit que vous preniez une photo, par exemple, vous avez l'appareil ici, ou l'appareil en bas, là, juste ici, vous pouvez même pas le voir d'ailleurs. Et bien, de pouvoir prendre une photo discrètement, sans avoir à faire la mise au point, parce qu'on sait très bien que notre sujet est à la bonne distance pour pouvoir déclencher. Et ça peut être aussi intéressant. Grâce à l'hyperfocale, vous allez pouvoir savoir, sans même regarder dans le viseur, à partir de quand votre photo va être nette, et donc, à quelle distance vous pouvez vous placer de votre sujet. Il y a 3 manières de trouver votre hyperfocale. Le calcul, les tables d'hyperfocale, qu'on va voir dans quelques instants, et aussi une 3e manière qui permet de trouver votre hyperfocale sans calculer, sans avoir de table, sans rien avoir du tout. Si ça c'est pas magique, si là je vous donne pas toutes les clés pour y arriver, je sais pas ce que je fais. On va parler des tables de correspondance. Ça ressemble un peu aux tables de palier de décompression pour les plongeurs. C'est à peu près le même principe. Vous avez des correspondances avec la focale que vous allez utiliser, l'ouverture que vous allez utiliser, et si vous êtes sur un boîtier plein format, APS. Ça vous donne tout simplement quoi? Cette distance hyperfocale. C'est quand même assez simple, et là au moins pas de calcul, vous avez votre petite table avec vous, vous allez vous rendre compte aussi que finalement vous n'utilisez pas 10 000 objectifs, 10 000 longueurs focales différentes et 10 000 ouvertures différentes, que à force d'utiliser un petit peu les tables, vous allez vite apprendre par cœur ce genre de choses, ou même vous pouvez simplement noter uniquement les valeurs qui vous intéressent sans avoir à ouvrir forcément votre table. Vous pouvez vous faire une petite note ou quelque chose comme ça. Ça peut être très intéressant. Il existe plein d'applications gratuites que vous pouvez télécharger, que ce soit sur Android ou iOS, comme par exemple Hyperfocal Pro. C'est complètement gratuit et vous avez pas mal de tableaux et de choses qui vous permettent de calculer votre profondeur de champ et du coup votre hyperfocale. Et du coup la dernière méthode qui est un peu plus hasardeuse, on n'utilise pas de tableau, on n'utilise pas de calcul, du coup il va falloir faire 1 ou 2 photos pour en arriver au résultat de l'hyperfocale, donc c'est un peu moins rapide, mais au final on y arrive quand même. Et ça bien sûr, on va le voir tout à l'heure aussi. Alors c'est parti, comment va se passer l'exemple? J'ai mon petit boîtier qui est juste là, avec mon objectif mis à 16 mm. Très bien, je vais ouvrir ma petite table de conversion. Sur n'importe quelle application, c'est la même chose. Donc là, j'ouvre la mienne. Je vois sur la partie gauche en focale, et je sais que là je suis à 16 mm, donc je vais venir chercher la partie 16 mm, ici, très bien, et je vais partir sur une ouverture à f11, voilà, pour essayer de tirer le meilleur de mon objectif. Alors, f8, f9, f10, f11, très bien. 16 mm à f11, on est à 77 cm, donc 0,77 mètres. Alors, j'ai vraiment fait les choses bien, je nous ai pris un petit mètre. Voilà, je nous ai pris un petit mètre, on va vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre mise au point sur l'infini, et non pas sur la distance hyperfocale. Je vais mettre mon petit mètre, hop là, et comme ça, on va voir à peu près à partir de quand commence cette zone de netteté, et on va voir si ça commence effectivement à partir de 77 cm. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi un petit déclencheur à distance. Si je veux déclencher à distance, si moi je veux faire le sujet à 77 cm. C'est toujours le même petit déclencheur que j'avais utilisé pour le timelapse. Hop, et que j'utilise pour les timelapse. Qui est vraiment très bien. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, je vais me mettre à f11. Je mets les ISO au minimum, hein, pas besoin de monter en ISO avec ce cagnard. Et je vais du coup augmenter ma vitesse d'obturation pour avoir une bonne expo. Je vais tirer mon petit mètre. « 70 cm, ça commence ici. Donc là, si je fais la mise au point sur l'infini avec cette ouverture, normalement, je pense que toute ma photo devrait être nette. On va faire un petit test. Donc j'ai déclenché et là je viens me balader un petit peu dans l'image pour voir. Et effectivement, on a de la netteté dans toute l'image. C'est pas surprenant, hein, on est sur un grand angle. J'ai fermé à f11, ce qui est beaucoup. Donc on a vraiment toute la zone de netteté. On va pousser un petit peu la chose et on va venir partir dans les extrêmes. Là on va pas chercher à obtenir la meilleure qualité possible, mais on va essayer de chercher vraiment à trouver cette zone de netteté, à la faire ressortir un petit peu. Je vais du coup me mettre à 2.8. Je vais checker ma petite table, je vais me mettre à 16 mm et je vais aller à 2.8 pour voir ce que ça donne. Alors 2.8, 16 mm, on arrive à 3 mètres. 3 mètres 03, donc on va dire 3 mètres. Donc là ça commence, je pense, à devenir intéressant.
3 mètres. C'est au niveau du mètre. Allez, c'est parti. Alors, je vais me mettre à 2,8, 1 millième de seconde forcément, et on va déclencher avec ça pour éviter tout tremblement qui pourrait du coup dégrader un petit peu la netteté. Et effectivement, sur cette photo-là, on se rend compte que la netteté est pas au rendez-vous hein, sur le début de l'image, hein, sur l'amorce de l'image. Donc, on se rend bien compte que là, l'utilisation de l'hyperfocale pourrait être intéressante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire grâce à ça? Eh bien là, ce serait de faire la mise au point à 3 mètres, donc sur le mètre, hein, je vais me mettre sur le mètre, et là, normalement, on devrait tout récupérer de net, et l'avantage, c'est qu'on garderait une très bonne netteté sur l'infini, et donc sur les nuages, tout au fond. Allez, on va faire le petit test. Voilà, vous vous rendez bien compte qu'en conditions réelles, vous n'allez pas sortir votre mètre comme ça pour faire les choses. Vous pouvez carrément utiliser vos pas aussi. Et aussi une autre chose qui est présente sur les objectifs principalement haut de gamme, qui est un petit écran mécanique que vous avez au-dessus de votre objectif qui bouge en fonction de votre bague de mise au point et qui, vous allez voir, qui va de 0 à l'infini, qui vous permet de savoir à partir de quelle distance vous passez à l'infini. Donc ça va de quelques centimètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres en fonction des objectifs. Et donc cette petite bague là permet de savoir à quelle distance vous êtes en train de faire votre mise au point, et donc pas besoin de sortir de mètres, pas besoin de sortir les choses. Si vous avez des objectifs haut de gamme, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, pour être le plus fiable possible avec cette technique, il faut faire ce genre de choses. Donc là, j'ai fait ma mise au point sur le mètre et je vais déclencher. Hop, allez, on va déclencher comme ça, on va faire les choses bien. C'est good, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai réussi à faire ma photo à ouverture 2.8 sur une mise au point hyperfocale de 3 mètres. Et donc là, je vais faire mon petit zoom en direct, hein, comme ça je vais checker avec vous. Celle-ci, c'est avec l'ouverture 2.8 et avec la mise au point sur l'infini. On se rend compte bien que, au fond, les arbres, ils sont relativement nets. Quand on parle de relative, effectivement, vous voyez tout de suite que là, la netteté, elle n'est pas extraordinaire. Déjà de 1, je suis en train de beaucoup zoomer dans mon image. C'est un boîtier très performant, mais qui a seulement un capteur d'une vingtaine de millions de pixels, hein, donc c'est pas énorme. Et en plus de ça, je suis à une ouverture de 2.8. Du coup, le piqué, il n'est pas extraordinaire. Mais si je compare avec celle que j'ai faite avec ma distance de 3 mètres, là je me rends compte effectivement que c'est encore un petit peu moins bien. C'est-à-dire que la profondeur de champ, la netteté, elle est encore un petit peu plus floue. Par contre, si je viens au niveau du mètre et donc à ma distance hyperfocale de 3 mètres, je me rends compte que là mon mètre est beaucoup plus net que sur la photo prise avec la mise au point sur l'infini, où là on est quand même beaucoup plus flou. Alors voilà, le résultat là, vous le voyez tout de suite, il n'est pas transcendant. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture à 2.8 et on se rend bien compte que pour faire ce genre de photo, eh ben, l'objectif là, on lui demande l'extrême, son ouverture maximale, et donc c'est pas le meilleur, c'est pas le plus véloce à ce moment-là. Et donc vraiment l'intérêt d'utiliser une ouverture à f11 prend tout son sens à cet instant précis. Vous avez pu le comprendre, votre zone de netteté ne commence pas au début de votre mise au point. C'est-à-dire que si vous faites votre mise au point sur l'infini, eh bien ça ne va pas commencer à être net à partir de l'infini. On se rend bien compte que c'est net jusqu'à 3 mètres. Donc il y a une grande distance. Et donc si je fais ma mise au point sur 3 mètres, eh bien je vais diviser par 2 ma distance, et donc ça va commencer à être net à partir de 1,50 m. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, ça englobe beaucoup plus et on se retrouve avec une netteté acceptable et relative, beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable sur un plus grand ensemble de l'image que si j'avais fait la mise au point sur l'infini. Tu vois ça, c'est des ronces, les ronces c'est pas cool, ça pique, ça fait mal, ça peut être vecteur de maladie, on va devoir couper ça, j'arrive tout de suite. Je me déplace jamais sans ma machette, histoire de pouvoir solutionner ce genre de problème. Voilà, c'est géré, on est tranquille, on va pouvoir s'y mettre. Ok, bon, petit changement de programme, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit tiens, pour vraiment qu'on puisse bien se rendre compte, ce serait peut-être intéressant de faire une photo avec le R5 et non pas le 1DX, parce que on a quand même beaucoup plus de pixels. Donc je suis au R5, je suis au 24 mm, et je vais mettre à une ouverture de f8, on va rester bien comme il faut. Nous sommes à 2,42 m, voilà, pour f8, donc très bien, je vais aller faire ça. Donc 2,42 m, qu'est-ce qu'on fait? Alors je sais pas si vous voyez, voilà, je suis avec l'appareil, donc je vais vraiment faire la mise au point sur les arbres tout au fond, et je déclenche. Ok, première photo. Maintenant, je vais
tout simplement suivre ici mon petit mètre et je vais aller jusqu'à 2,42 m. 42 ici, hop, je vais mettre mon petit caillou. C'est approximatif, hein, voilà. Je suis à 2,42 m, très bien. Donc on voit ici, jusque là-bas, on est à 5 mètres. Et on va voir maintenant ce que ça nous donne. Ma petite mise au point sur le caillou, je vais vous montrer. Ok, donc là, j'ai fait ma mise au point sur mon petit caillou. On va déclencher. Ok, super. Donc là, j'ai mes 2 photos, c'est chouette. Et je vais pouvoir tout de suite venir débriefer ça et voir en direct ce que ça donne. Je vais ouvrir la première, celle où j'avais fait la mise au point sur l'infini. Donc là, je vais zoomer sur les arbres et effectivement, les arbres, on peut dire qu'ils sont nets. Hein. Ils sont parfaitement nets. Maintenant, je vais venir voir mon petit caillou devant. Mon petit caillou devant, c'est pas fou. C'est pas foufou. Donc, on va passer à l'autre photo. Alors, on switch là sur les deux, hein, entre celle sur l'infini, où effectivement les arbres sont parfaitement nets, et sur celle-là, où on a fait la mise au point sur le caillou, et donc du coup sur la distance hyper focale, il se trouve que c'est un petit peu moins net, effectivement. D'où la netteté relative. Mais par contre, si je viens descendre sur le caillou, mon caillou est quand même beaucoup plus net. Entre le gain de netteté qu'on retrouve sur le caillou, entre les 2 photos, et la perte de netteté sur l'infini, il n'y a pas photo, hein. Il vaut mieux carrément partir sur cette mise au point directement sur la distance hyperfocale plutôt que faire la mise au point sur l'infini. On y gagne vachement. Au début, hein, quand j'ai commencé la photo de paysage, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je faisais ça. Je déclenchais sur l'infini constamment. Je faisais la mise au point sur le plus loin possible et je me disais, de toute façon, je suis à F11 ou F16, voilà, tout va être net. Et il se trouve que, eh ben non, avec cette technique, on peut obtenir quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus intéressant. Et là, on s'en rend vraiment compte. Vite, ça y est, c'est parti. J'ai mis le déclencheur. Allez, souriez. C'est parti pour la photo. Donc là, j'ai fait la première photo sur moi, avec la mise au point sur moi. Et maintenant, je vais faire la même, mais avec la mise au point sur l'infini. Donc cette fois, je vais faire la mise au point, hop là, sur les arbres là-bas, ça va être très bien. Et là, on va pouvoir se rendre compte directement avec un autre sujet qu'une pierre. Allez, on sourit. Et voilà, il n'y a pas photo. Sur la photo sur l'infini, je suis flou. Sur la photo, avec la mise au point sur moi, évidemment, je suis net. Mais on garde quand même vraiment une netteté parfaitement acceptable sur les arbres derrière moi. Donc c'est quand même très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer la technique sans tableau, sans calcul, sans rien du tout. Donc, pareil, je viens faire mon petit réglage. Je vais me mettre à F6.3. Très bien. Je vais venir déclencher sur l'infini. Très important. Donc, je viens déclencher. Forcément, j'ai laissé mon comparateur 10 secondes. Donc on a le temps de discuter tous ensemble là et j'ai le temps de vous dire de vous abonner en attendant que la photo se fasse. Et abonnez-vous, hein, très important. Donc là, il y a eu mon petit déclenchement qui s'est fait. Donc c'est nickel. Je vais venir zoomer dans ma photo maintenant. Voilà. Et je vais regarder à peu près à partir de quand je trouve que ça devient net. Et j'ai l'impression que ça commence à devenir net sur cet arbre ici. On commence à être intéressant. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir faire la mise au point sur cet arbre là. C'est le début de ma zone de netteté pour du coup réussir à tout récupérer, hein, à choper le plus de netteté possible sur l'avant-plan pour vraiment rapprocher ma zone. Donc ça, c'est la technique un petit peu plus manuelle, à la main. Donc là, très bien, je vais venir zoomer, je vais venir me mettre à peu près sur le buisson sur lequel j'avais vu que ça commençait à devenir net. Ok, très bien, je fais ma mise au point, je vais déclencher, 10 secondes encore. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Facebook, Instagram et même Twitter. Voilà, ça va déclencher. Et donc là, j'ai fait ma deuxième photo et je vais pouvoir venir comparer les deux. Alors là, sur la dernière que je viens de faire, on a quelque chose de parfaitement net sur les arbres et tout ça. Et on a très bonne netteté aussi sur l'avant-plan, contrairement à l'autre où c'est un peu plus hasardeux, hein, c'est un peu plus flou. Donc, ok. Par contre, maintenant, je vais venir checker les arbres. Et franchement, sur les arbres, on est quasiment pareil, on va s'en priver. Hein. Donc vous avez compris, l'hyperfocal, ça peut être fait comme ça. Hein, en 2 photos, vous en prenez une, vous en prenez une deuxième, et c'est réglé. C'est quoi être assez intéressant. Les cigales, elles y vont, hein, ça y est, c'est parti, c'est l'été, c'est officiel. À partir du moment où les cigales chantent, c'est l'été. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'éclaircir un peu cette technique qui est assez flippante hein, au premier abord et qui déprime pas mal de monde quand on commence à lire un petit peu ce qui se dit sur internet et quand on commence à parler formules et tout ça. Là, avec des cas concrets, on comprend l'intérêt de cette technique.
Si on fait du paysage, ça peut être très intéressant et on peut vraiment gagner un gain en qualité de rendu sur nos photos. Et puis, on ne l'a pas vu ensemble, mais le fait de savoir à quelle distance vous pouvez faire votre mise au point, vous pouvez vous entraîner. Vous prenez votre petite table, vous prenez votre objectif, vous faites votre réglage, et puis vous vous entraînez à déclencher sans même regarder. Forcément, en conditions réelles, on ne va pas se pointer avec notre mètre à chaque fois, mais c'est au feeling, on apprend petit à petit, on sait à peu près calculer les distances à vue d'œil comme ça, puis avec l'habitude ça s'y fait. Donc voilà, ça peut être une technique utilisable dans plusieurs aspects, pas dans des délires à me faire des calculs savants et être au millimètre près et tout, vous vous rendez bien compte que ça sert à rien de toute manière. Voilà, la photographie c'est aussi du ressenti, c'est aussi de l'émotion, c'est de la création, et donc vous commencez pas à vous embrouiller et tout. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer cette technique la plus naturellement possible et la plus simplement possible. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, si j'ai pas été assez clair pour le moindre truc, n'hésitez pas à le poser en commentaire. J'ai peut-être fait des erreurs aussi, j'ai essayé de vulgariser au maximum la chose. J'espère que vous avez passé un bon petit moment à l'extérieur avec moi, là, que c'était pas mal. Une ambiance un petit peu de vacances, on y est presque. La prochaine vidéo, c'est pour très bientôt, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.